Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changu.com, à la Wave TV, la culture de l'excellence. Merci en tout cas pour votre confiance. Je suis Fabien Var Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Mianamia Kongo, Ngunga, Kuputu. Et je reçois pour vous aujourd'hui Madame Justine Mpoyo Kassavubu, présidente du mouvement des démocrates, opératrice politique congolaise en tout cas de renom et très active dans la diaspora. Madame Kassavubu, Madame Mpoyo Kassavubu, bonjour. Bonjour, Monsieur Kouswanika. Alors, Madame, l'actualité, il faut le dire, c'est donc le conclave de l'opposition ici en Belgique, plus précisément en périphérie de Bruxelles. Les forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo ont été invitées en Belgique par Étienne Tshisekedi Ouamulumba, mais c'est en vain qu'on a cherché l'ombre de Madame Mpoyo Kassavubu à Genval. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, moi, je n'ai pas reçu d'invitation. Ah bon? Oui, je n'ai pas reçu d'invitation. Vous, ancienne de l'UDPS, au cadre, très haut cadre de l'UDPS, pas invité à ce conclave? Non, je n'ai pas reçu d'invitation. Il faudrait retourner la question aux organisateurs. Mais puisque vous posez cette question, moi, ça me rappelle quand même des souvenirs assez lointains. Vous savez, en 1960, lorsque nos aînés sont venus à Bruxelles pour arracher l'indépendance, et ils étaient tous d'accord sur un même élément, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la souveraineté. Et ils se sont rendus compte qu'il en manquait un. Eh bien, c'était Patrice Emery Lumumba, que nous avons toujours appelé Papa Patrice. Eh bien, ils ont imposé aux Belges qu'ils soient présents. Et ils ont donc été attendre M. Lumumba à l'aéroport. Donc vous regrettez que certains de vos pairs politiques n'aient pas demandé votre présence, ne fût-ce qu'en tout cas, à défaut de l'exiger, ne fût-ce que la recommander? Mais vous savez, tout dépend de la sincérité que l'on recherche. Est-ce que ce redressement ou ce rassemblement de notre pays qu'on recherche, tout le monde recherche cela avec la même sincérité? Parce que, vous savez, ce sont des comportements vraiment, je trouve, indignes de la part de patriotes, puisque vous le savez très bien que nous sommes ici en train de revivre probablement un remake de Sun City. Et laissez-moi vous dire qu'à Sun City, nous avons assisté exactement au même comportement. Mon nom avait été rayé de la liste. Et donc, ça se répète, l'histoire se répète, les gens ne tirent pas de leçons et on prétend défendre le pays, mais alors que ce sont juste des égocentrismes qui se succèdent. Mais... Donc, c'est bien regrettable d'ailleurs, et de faire 8000 km, de faire venir des personnes à 8000 km pour décider encore du sort de notre pays ici en Belgique, sans que d'ailleurs les gens ne soient au courant de l'ordre du jour. Donc, ça montre aussi de la précipitation, de l'improvisation et finalement de l'incohérence. Je vous sens quand même dépité, disons les choses clairement. Est-ce que quelque part vous ne payez pas vos sorties, votre attitude vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi et de son UDPS? Mais vous savez, le problème, l'enjeu du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'égocentrisme ou une lutte de personnes. Le problème aujourd'hui, c'est comment nous allons sortir notre pays de l'ornière. Et que ce soit à l'époque où j'étais à l'UDPS ou bien aujourd'hui, vous savez, pour aider le Congo à s'en sortir, hein, il ne faut pas tenir une langue de bois. Il faut diagnostiquer les problèmes, il faut les énoncer et éventuellement les dénoncer pour le bien de la nation. Et moi, je n'ai jamais critiqué M. Étienne Tshisekedi, si ce n'est de relever les éléments qui n'allaient pas, de les mettre sur la table afin que les uns et les autres puissent rectifier le tir. Donc c'est cela le sens du débat démocratique que j'ai toujours pu observer. Et donc moi, je garde toujours mon estime à M. Étienne Tshisekedi, puisque je me rends tout de même compte que c'est une personnalité qui a un environnement aujourd'hui qui pose quand même un peu de problèmes de santé. Donc moi, je ne lui en veux pas. Vous savez, mon père, dont je tire ici l'héritage et l'exemple, avait aussi été frappé souvent de ce genre de comportement. Hein. Rappelez-vous, même un peu avant l'indépendance, à Accra, on lui avait privé de visa. Donc, vous savez, moi, ce qui compte, c'est ce que je peux faire pour mon pays.
et pas ce qu'on fait contre moi, mais ce que moi je peux faire pour mon pays. Parce que je voudrais dans ce cas-là, vous visez l'entourage, pas lui-même directement. Je ne vise, très bien. Non, moi je ne vise personne. Je constate tout simplement qu'il y a des enjeux importants et que, ma foi, il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore compris le sens du rassemblement que nous avons appelé de tous nos voeux. Il ne s'agit pas d'exclure certaines personnes parce que nous avons bien compris que en dehors des personnes qui ont boycotté ces assises, il y a des gens qui ont été exclus. Nous avons entendu beaucoup de choses. Et donc ça n'a pas été organisé dans un... en fait, vous n'avez pas boycotté, pour que ça soit clair. Vous n'avez pas boycotté, mais vous avez été exclu. Écoutez, pour boycotter, c'est une deuxième étape. Hein. Si vous recevez une invitation, vous décidez d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et alors là, c'est la deuxième phase, le boycott. Moi, je ne peux même pas vous en parler puisque je n'ai pas reçu d'invitation. Donc, je n'ai pas eu à faire une évaluation quelconque. Alors, nous allons entrer peut-être dans la matière après. L'un des objectifs de ce conclave, c'était aussi la réconciliation des forces politiques acquises au changement. C'est que vous êtes, quand on entend en tout cas vos réactions, comme je disais, vous êtes en tout cas sinon... je dirais même la plus active des femmes politiques, peut-être la seule que je connaisse, en tout cas jusque-là. Est-ce que vous seriez prêt, si jamais demain, on vous appelait par rapport à cette réconciliation et entrer, par exemple, dans les recommandations de ce qui a été décidé à Genval? Écoutez, moi j'observe d'abord beaucoup d'incohérences. Hein. Vous savez, venir à 8000 km pour traiter des problèmes du Congo, moi cela me choque quand même, cela m'indigne aussi parce que 56 ans après l'indépendance, venir encore ici en Belgique où nous avons arraché l'indépendance, alors toutes ces incohérences, est-ce que c'est pour justement rendre l'indépendance ? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup d'interférences autour de cet événement. Alors, maintenant, les recommandations, oui, nous avons entendu qu'on a exigé la libération de tous les prisonniers politiques et que d'aucuns prônent un dialogue auquel assisterait non seulement le facilitateur, mais la communauté internationale. D'autres considèrent qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je crois que le fil rouge que nous devons tous suivre, c'est le prescrit de la Constitution. Parce que nous avons aujourd'hui une feuille de route, entre guillemets, qui est quand même notre loi fondamentale, la Constitution, et je pense que c'est ça la balise essentielle que nous devons absolument tenir. Mais le respect de la Constitution a été clairement énoncé dans cet acte d'engagement. Oui, mais si vous regardez bien la manière dont les choses se sont agencées, certains avaient même peur qu'on leur impose une transition. Donc, parmi ceux qui ont pris l'avion pour effectuer 8000 km et venir ici, arrivés ici, ils ont eu le sentiment qu'on allait leur proposer une transition, ce qui n'était pas dans l'ordre constitutionnel. Alors, à partir de là, moi, je crois que on se trompe constamment au Congo quant à la qualification des choses et quant à la qualité des intervenants qui doivent trancher. Parce que finalement, c'est notre classe politique qui pêche aujourd'hui. Comment peut-on, dans une circonstance aussi grave, où nous sommes victimes d'infiltration, nous sommes victimes d'occupation, il faut le dire ici, très fort, c'est une occupation dont nous sommes l'objet aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut encore laisser aller des comportements aléatoires? On entend souvent les mots occupation dans le jargon, qu'on dit dans les discours de l'homme politique congolais, surtout ceux qui sont dans la diaspora. Si on vous posait une question sur les indicateurs de cette occupation, quels sont les faits concrets qui montrent que réellement le pays est en occupation, comme vous le dites? Mais regardez, il suffit de jeter un coup d'œil sur notre armée aujourd'hui. L'armée est totalement infiltrée. Et nous avons appris il n'y a pas longtemps que le M23, qui est un mouvement rebelle, qui devient un parti politique. Bon, mais précisons qu'il y a aussi un démenti de l'autre camp qui est à Kampala. Oui, mais vous savez, de démenti en mensonge et en manipulation, nous en avons vu de toutes les couleurs depuis que notre pays est agressé. Et donc, je crois qu'il ne faut pas prêter foi à tous ces démentis qui, en fait, ne sont que des manœuvres dilatoires pour mieux embobiner le peuple congolais. Nous sommes victimes d'infiltration. Mais ces infiltrations, les Congolais sont responsables. Et j'ai vu ici, dans ce remake de Sun City qui s'est passé à Genval, eh bien, les mêmes acteurs qui ont été à Sun City pour cautionner le 1+4. Le 1+4 nous a apporté quoi? Nous a apporté des ministres congolais,
mais qui ont accepté le mixage, par exemple. Or, le mixage, c'était la manière la plus subtile de pouvoir permettre à des Rwandais d'entrer dans notre armée. Aujourd'hui, regardez l'état-major de notre armée nationale. Dites-moi un petit peu si les Congolais, les vrais Congolais, ont un mot à dire. Ils n'en ont pas. Et regardez, chaque fois que les Congolais ont eu à prendre leurs responsabilités, rappelez-vous Mbouza Mabé, etc., directement, il y a des contre-ordres qui viennent de la hiérarchie pour dire non, arrêtez, stoppez votre avancée. Et ça permettait, in fine, à ce que les forces d'agression puissent mieux pénétrer dans notre pays. Donc nous sommes agressés. Ça, c'est un cas assez patent. Mais nous avons aussi dans notre administration, regardez dans nos entreprises publiques, regardez dans nos institutions, hein, il y a énormément d'étrangers. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que moi, je défends ici justement les acquis de 1960. Lorsque nos parents ont tenu une vraie conférence pour arracher cette indépendance-là. Et donc, ce n'était pas pour que les fonctions régaliennes reviennent à des étrangers. Or, aujourd'hui, nous sommes absolument asphyxiés par cela. Mais Madame Poyo-Kazavou, beaucoup de gens aussi ont remarqué que il faut rappeler que vous avez été délégué aux concertations nationales. Et depuis que vous avez quitté ces concertations, votre discours s'est complètement durci. Est-ce sur base d'une déception, peut-être d'une promesse non tenue, ou bien simplement vous étiez dans votre logique de femme politique et des idéaux que vous comptiez en fait incarner par la lutte que vous étiez en train de mener? Non, vous savez bien que de qui j'hérite d'ailleurs ce combat. Et donc pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur du pays. Je suis allé aux concertations nationales, c'est vrai, que d'aucuns aujourd'hui à Genval avaient aussi boycotté, mais c'était dans le souci, on parlait à cette époque-là de cohésion nationale. Eh bien, nous étions à la recherche de cette cohésion nationale. Elle n'est pas arrivée, bien au contraire. Mais ce n'est pas une frustration. Je vous rappelle ici tout de même que je suis sans doute la seule femme qui ait eu le courage de démissionner en son temps. J'ai démissionné, j'ai quitté des fonctions absolument attractives. J'étais tout de même ministre résident, ambassadeur plénipotentiaire après avoir été ministre de la fonction publique et de la prévoyance sociale. Et donc, je ne manquais pas de prétention. Mais j'ai démissionné pour quelle raison? Tout simplement parce que j'avais considéré que ma parole, dès le départ de mon entrée en fonction, n'avait pas été prise en compte. Autrement dit que, lorsque je me suis rendu compte qu'on amenait le pays à la dérive, eh bien, j'ai tiré mes conclusions et j'ai pris mes responsabilités. Donc, j'ai démissionné. Cela veut bien dire que moi, je ne cours pas après les postes, hein, parce que si je devais courir après les postes, je crois que j'aurais même, je me serais comporté différemment jusqu'ici. Non, je pense que si vous devez considérer que nous sommes devenus un peu plus fermes encore qu'auparavant, c'est tout simplement parce que le pays ne cesse de s'enfoncer. Regardez, depuis ces concertations nationales, plus de 600 résolutions qui n'ont même pas été appliquées, peut-être 2 ou 3, du saupoudrage que je pourrais même appeler, eh bien, vous croyez que lorsque, en âme et conscience, on se sent responsable de l'avenir de ce pays, on peut se taire. On ne peut pas se taire, tout comme on ne peut pas se comporter à la légère, comme je le vois, certains de mes compatriotes le font aujourd'hui. Hein? Le Congo n'est pas un jeu de poker. Je le regrette infiniment. Le Congo mérite toute notre attention et surtout toute notre vigilance pour qu'on puisse déjouer les pièges que d'aucuns nous tendent aujourd'hui. Vous savez, donc je crois que Genval, c'est un échec de ce point de vue, du point de vue de l'unité nationale. Mais oui, parce qu'écoutez, lorsqu'on prône un dialogue et que d'autres que vous avez invités ne vous suivent pas dans cette voie, j'ai entendu des ténors de l'opposition qui sont venus de Kinshasa dire qu'ils ont plutôt entendu des discours de présidents de parti plutôt que des discours qui rassemblent réellement et donc qui ne suivaient pas le dialogue. C'était bien avant la fin des travaux. C'est vrai qu'on a eu quelques trucs un peu discordants, mais on va revenir un peu au dialogue. Je disais, pour ceux qui vous suivent depuis un temps, même quand on prend votre position par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure ou il y a quelques jours à Genval, on a l'impression que vous critiquez tout. Vous critiquez Vital Kamerhe, vous critiquez le pouvoir en place, vous critiquez maintenant Tshisekedi, vous critiquez Moïse Katumbi, mais finalement, vous n'allez pas quand même faire la politique seule. Vous vous mettez en fait en minorité.
Comment comptez-vous faire avancer vos points de vue si finalement vous êtes ennemi à tout le monde? Non, je ne suis pas ennemi. Enfin, je pense que... si vous êtes adversaire quand même à tout le monde. Non, je pense qu'il faut distinguer les choses. Moi, je ne baigne pas dans la compromission. J'aimerais bien quand même que vous puissiez le noter. Je n'ai pas été corrompu par qui que ce soit pour plébisciter un candidat aujourd'hui alors que la Constitution ne nous autorise même pas à le faire. Et nous n'avons même pas encore un calendrier électoral. Et donc, moi, je ne baigne pas dans la compromission et on ne m'achète pas. Voyez-vous? Et donc, moi, je place très haut la lutte pour ce pays parce que le Congo mérite qu'on le défende honorablement. Alors, ce que vous appelez comme critique, mais ce sont des constats. Hein? Je crois même que ceux que vous m'avez cités ici, ils sont tous dissidents aujourd'hui des partis politiques ou du parti politique auquel ils ont appartenu. Cela veut dire quoi? Mais ils ont été même dans des critiques beaucoup plus virulents que moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui s'est passé à l'intérieur des institutions de notre pays. Ils savent comment on a détourné l'argent. Ils savent expliquer aujourd'hui ce que signifie le Panama Papers, qui risque demain de déboucher sur des Savannah ou des Safari Papers, parce qu'il y a encore un article... Il y en a qui parlent déjà des Kinshasa Papers. Eh bien, bien entendu, cela est tout à fait plausible, parce que nous avons vu comment on a gaspillé les deniers de l'État. Alors, ils viennent ici se distinguer pour décréter que, voilà... nous sommes des opposants. Mais alors, nous, les opposants vraiment de la grande tradition, qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que le Congo ne mérite pas qu'on puisse prendre la situation à la légère. Et je crois très sincèrement pouvoir vous dire que le diagnostic aujourd'hui, c'est un échec total. Vous savez, lorsqu'on critique le gouvernement de Kinshasa, par rapport à un budget dérisoire de quelques 9 milliards. Mais nous le faisons à bon escient. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un budget ridicule. Lorsqu'on critique les éléphants blancs, par exemple cet hôtel du gouvernement, qui n'était même pas inscrit dans le budget de la nation, et pour lequel on a trouvé des fonds, alors que des fonds devaient être affectés à la CENI, ça n'a pas été fait. Le dénoncer avec vigueur, ce n'est insulter personne. Et lorsque nous notons aussi des erreurs au sein de l'opposition, je crois que c'est faire offense à personne, mais au contraire, c'est honorer les héros de la nation qui, eux, ont sacrifié leur vie et leur jeunesse pour que nous puissions avoir un pays indépendant. Mais je constate qu'aujourd'hui, tout le monde prend ça à la légère. Ça vous a touché quand même, votre absence à ce conclave, apparemment. Ah non, écoutez, moi, je suis ici devant vous pour parler des combats que je mène, pour parler éventuellement une prochaine fois du programme que mon parti, le Mouvement des démocrates, avons préparé pour notre pays, pour l'avenir, pour l'alternance politique. Et donc, je n'arrête pas. J'ai une équipe qui fonctionne de tonnerre. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte. Hein. Il y a du changement lorsque nous voulons mettre des choses sur pied. Et donc, voilà, j'ai une équipe qui travaille, mais nous visons l'efficacité et non pas les effets d'annonce. Oui, mais revenons un peu à votre participation ou non-participation à ce conclave. Peut-être c'est la dernière question qui m'a échappé. Vous-même, si vous faites un examen des consciences, vous vous dites, tiens, parce que souvent, quand il y a un problème, on peut culpabiliser, on peut avoir peut-être un petit remords en disant, tiens, bon, si je ne suis pas là, c'est parce que peut-être j'ai fait ça, c'est parce que peut-être... Vous-même, de votre point de vue, vous vous dites que c'était pourquoi? Soyez sincère. Mais je suis sincère avec vous, peut-être beaucoup plus que d'autres. Non, je crois que dans ce pays... Qui sont ces d'autres? Écoutez, vous avez l'échiquier, vous êtes bien placé aussi pour avoir un baromètre en tant que journaliste. Non, je pense que dans ce pays, une femme intelligente, c'est quand même... ça ne plaît pas. C'est quand même un problème pour certains. Hein, parce que, moi, je ne vous le cache pas, il y a quand même encore des acteurs politiques qui s'en offusquent. Et donc, mais moi, je ne regarde pas cela. Moi, je regarde quelles sont les compétences que Dieu m'a données et comment est-ce que je peux mettre ces compétences au mieux pour servir mon pays. Et c'est ce que je fais. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, cela fait une quinzaine d'années que j'ai démissionné. Et cela fait une quinzaine d'années que je suis harcelé, que je suis martyrisé, que je suis maltraité. Mais je n'en fais pas état parce que c'est le prix à payer lorsqu'on s'engage en politique. Il faut sacrifier un peu de soi pour pouvoir sauver le pays. Et donc, je porte ma croix à mon niveau, à mon échelle, et je crois qu'il y aurait très peu de personnes qui pourraient en faire autant. Alors, certaines indiscrétions vous annoncent proche de Kengo Adondo, parce que lui ne dit rien de ces histoires. Il est dans une logique de président, enfin, en tant que président du Sénat, peut-être d'assurer la transition au cas où.
Et certaines indiscrétions disent que voilà, vous êtes en train peut-être d'aller vers lui pour voir un peu quelle serait la manière de pouvoir évoluer ensemble. Mais je ne sais pas si Kengo a un avenir institutionnel dans ce pays, à partir du moment où d'aucuns, justement, bien placés, considèrent que même le Sénat, c'est une institution à problème, étant donné qu'ils ont glissé depuis bien longtemps. Mais donc il a un problème lui-même. Le mandat du Sénat ou d'un président du Sénat n'est pas constitutionnel. Donc, à la limite, on peut encore comprendre qu'il y ait continuité à ce niveau-là. Vous savez, je pense que M. Kengo Adondo, à la place qu'il occupe, ce n'est pas moi qui l'y ai placé. Alors les Congolais n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes si aujourd'hui ils considèrent que c'est une voie bizarre. Mais il occupe une fonction dans les institutions. Et moi, quand je vais au Congo, comme vous le savez, notre famille n'a pas été épargnée. Nous avons parfois des problèmes à résoudre qui passent par les institutions. Et donc, si je suis mandaté par des membres de ma famille pour un document ici ou un document là-bas, ben, il est tout à fait clair et normal que je puisse arpenter les murs du Parlement, les murs du Sénat, pour justement chercher des documents ici ou là. Mais moi, je n'ai pas fait d'accord politique aujourd'hui et bon, moi, je me trouve ici à Bruxelles avec vous. Je ne sais pas si Kengo m'a fait une faveur. Hein, je peux encore vous ramener à ces fameuses concertations parce que M. Kengo était membre du Présidium avec M. Aubin Minakou. Il est vrai que j'ai reçu une invitation en bonne et due forme, comme beaucoup de Congolais, diaspora comprise, mais lorsqu'ils ont fait le gouvernement de cohésion... Donc, on dit que vous aviez un traitement préférentiel, bien pas logé, du tout. Bien nourri. Écoutez, bien nourri. Non, là c'est de la provocation, parce que je vais vous dire, lorsqu'ils ont fait le gouvernement de cohésion nationale, vous savez que comme Kabila ne contrôle pas la situation du pays, eh bien le Présidium, et notamment M. Kengo, ils avaient de la prérogative aussi de désigner des membres de l'opposition, entre guillemets, à des fonctions. Moi, je n'ai pas été désigné. Je vous ramène à ça, il semble que c'est ça aussi le début de votre colère contre ces gens-là. Oh, pas du tout, moi je n'ai pas de colère pour qui que ce soit. Vous savez, faire de la politique, pour moi, c'est vraiment une qualification absolument exceptionnelle. Moi, je tiens mon exemple du président Joseph Kasavubu et j'aime quand même vous dire ici, ou vous rappeler, si vous le voulez bien, que au sein de notre République, c'est quand même un homme d'exemple. Hein, sa gestion est irréprochable, était irréprochable, et son comportement tout autant. Hein. Je peux vous rappeler aussi comment il se comportait devant l'argent. Il ne succombait pas devant des millions pour changer de position et trahir son pays. Il en est mort d'ailleurs, parce que quand on a fait le coup d'État, eh bien, il a refusé l'appel des militaires qui allaient le presser de rentrer à Kinshasa parce qu'il voyait que Mobutu conduisait le pays à la dérive. Il a dit, mais non, le sang du peuple congolais ne coulera pas par moi. Et donc, je prends mon sacrifice face à Dieu et que la nation me soit éventuellement reconnaissante plus tard. Il est vrai que l'histoire congolaise retient en tout cas de M. Kasavubu comme un bon gestionnaire, surtout son intégrité a été, disons, est reconnue comme telle. Alors que la Constitution ne nous autorise même pas à le faire. Et nous n'avons même pas encore un calendrier électoral. Et donc, moi, je ne baigne pas dans la compromission et on ne m'achète pas. Voyez-vous? Et donc, moi, je place très haut la lutte pour ce pays parce que le Congo mérite qu'on le défende honorablement. Alors, ce que vous appelez comme critique, mais ce sont des constats. Hein. Je crois même que ceux que vous m'avez cités ici, ils sont tous dissidents aujourd'hui des partis politiques ou du parti politique auquel ils ont appartenu. Cela veut dire quoi? Mais ils ont été même dans des critiques beaucoup plus virulents que moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui s'est passé à l'intérieur des institutions de notre pays. Ils savent comment on a détourné l'argent. Ils savent expliquer aujourd'hui ce que signifie le Panama Papers, qui risque demain de déboucher sur des Savannah ou des Safari Papers, parce qu'il y a encore un article... Il y en a qui parlent déjà des Kinshasa Papers. Eh bien, bien entendu, cela est tout à fait plausible, parce que nous avons vu comment on a gaspillé les deniers de l'État. Alors, ils viennent ici se distinguer pour décréter que, voilà... nous sommes des opposants. Mais alors, nous, les opposants vraiment de la grande tradition, qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que le Congo ne mérite pas qu'on puisse prendre la situation à la légère. Et je crois très sincèrement pouvoir vous dire que le diagnostic aujourd'hui, c'est un échec total. Vous savez, lorsqu'on critique le gouvernement de Kinshasa,
par rapport à un budget dérisoire de quelques 9 milliards. Mais nous le faisons à bon escient. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un budget ridicule. Lorsqu'on critique les éléphants blancs, par exemple cet hôtel du gouvernement qui n'était même pas inscrit dans le budget de la nation, et pour lequel on a trouvé des fonds, alors que des fonds devaient être affectés à la CENI, ça n'a pas été fait. Le dénoncer avec vigueur, ce n'est insulter personne. Et lorsque nous notons aussi des erreurs au sein de l'opposition, je crois que c'est faire offense à personne, mais au contraire, c'est honorer les héros de la nation qui, eux, ont sacrifié leur vie et leur jeunesse pour que nous puissions avoir un pays indépendant. Mais je constate qu'aujourd'hui, tout le monde prend ça à la légère. Ça vous a touché quand même, votre absence à ce conclave, apparemment. Ah non, écoutez, moi, je suis ici devant vous pour parler des combats que je mène, pour parler éventuellement une prochaine fois du programme que mon parti, le Mouvement des démocrates, avons préparé pour notre pays, pour l'avenir, pour l'alternance politique. Et donc, je n'arrête pas. J'ai une équipe qui fonctionne de tonnerre. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte. Hein. Il y a du changement lorsque nous voulons mettre des choses sur pied. Et donc, voilà, j'ai une équipe qui travaille, mais nous visons l'efficacité et non pas les effets d'annonce. Oui, mais revenons un peu à votre participation ou non-participation à ce conclave. Peut-être c'est la dernière question qui m'a échappé. Vous-même, si vous faites un examen des consciences, vous vous dites, tiens, parce que souvent, quand il y a un problème, on peut culpabiliser, on peut avoir peut-être un petit remords en disant, tiens, bon, si je ne suis pas là, c'est parce que peut-être j'ai fait ça, c'est parce que peut-être... Vous-même, de votre point de vue, vous vous dites que c'était pourquoi? Soyez sincère. Mais je suis sincère avec vous, peut-être beaucoup plus que d'autres. Non, je crois que dans ce pays... Qui sont ces d'autres? Écoutez, vous avez l'échiquier, vous êtes bien placé aussi pour avoir un baromètre en tant que journaliste. Non, je pense que dans ce pays, une femme intelligente, c'est quand même... ça ne plaît pas. C'est quand même un problème pour certains. Hein, parce que, moi, je ne vous le cache pas, il y a quand même encore des acteurs politiques qui s'en offusquent. Une feuille de route, entre guillemets, qui est quand même notre loi fondamentale, la Constitution, et je pense que c'est ça la balise essentielle que nous devons absolument tenir. Mais le respect de la Constitution a été clairement énoncé dans cet acte d'engagement. Oui, mais si vous regardez bien la manière dont les choses se sont agencées, certains avaient même peur qu'on leur impose une transition. Donc, parmi ceux qui ont pris l'avion pour effectuer 8000 km et venir ici, arrivés ici, ils ont eu le sentiment qu'on allait leur proposer une transition, ce qui n'était pas dans l'ordre constitutionnel. Alors, à partir de là, moi, je crois que on se trompe constamment au Congo quant à la qualification des choses et quant à la qualité des intervenants qui doivent trancher. Parce que finalement, c'est notre classe politique qui pêche aujourd'hui. Comment peut-on, dans une circonstance aussi grave, où nous sommes victimes d'infiltration, nous sommes victimes d'occupation, il faut le dire ici, très fort, c'est une occupation dont nous sommes l'objet aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut encore laisser aller des comportements aléatoires? On entend souvent les mots occupation dans le jargon, qu'on dit dans les discours de l'homme politique congolais, hein, surtout ceux qui sont dans la diaspora. Si on vous posait une question sur les indicateurs de cette occupation, quels sont les faits concrets qui montrent que réellement le pays est en occupation, comme vous le dites? Mais regardez, il suffit de jeter un coup d'œil sur notre armée aujourd'hui. L'armée est totalement infiltrée. Et nous avons appris il n'y a pas longtemps que le M23, qui est un mouvement rebelle, qui devient un parti politique. Bon, mais précisons qu'il y a aussi un démenti de l'autre camp qui est à Kampala. Oui, mais vous savez, de démenti en mensonge et en manipulation, nous en avons vu de toutes les couleurs depuis que notre pays est agressé. Et donc, je crois qu'il ne faut pas prêter foi à tous ces démentis qui, en fait, ne sont que des manœuvres dilatoires pour mieux embobiner le peuple congolais. Nous sommes victimes d'infiltration. Mais ces infiltrations, les Congolais sont responsables. Et j'ai vu ici, dans ce remake de Sun City qui s'est passé à Genval, eh bien, les mêmes acteurs qui ont été à Sun City pour cautionner le 1+4. Le 1+4 nous a apporté quoi? Nous a apporté des ministres congolais, mais qui ont accepté le mixage, par exemple. Or, le mixage, c'était la manière la plus subtile de pouvoir permettre à des Rwandais d'entrer dans notre armée. Aujourd'hui, regardez l'état-major de notre armée nationale. Dites-moi un petit peu si les Congolais, les vrais Congolais, ont un mot à dire. Ils n'en ont pas. Et regardez, chaque fois que les Congolais ont eu à prendre leurs responsabilités, rappelez-vous Mbouza Mabé, etc., directement, il y a des contre-ordres qui viennent de la hiérarchie pour dire non, arrêtez, stoppez votre avancée.
avancé et ça permettait, in fine, à ce que les forces d'agression puissent mieux pénétrer dans notre pays. Donc nous sommes agressés. Ça, c'est un cas assez patent. Mais nous avons aussi, dans notre administration, regardez dans nos entreprises publiques, regardez dans nos institutions, hein, il y a énormément d'étrangers. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que moi, je défends ici justement les acquis de 1960. Lorsque nos parents ont tenu une vraie conférence pour arracher cette indépendance-là. Et donc, ce n'était pas pour que les fonctions régaliennes reviennent à des étrangers. Or, aujourd'hui, nous sommes absolument asphyxiés par cela. Mais Madame Poyo-Kazavou, beaucoup de gens aussi ont remarqué que il faut rappeler que vous avez été délégué aux concertations nationales. Et depuis que vous avez quitté ces concertations, votre discours s'est complètement durci. Est-ce sur base d'une déception, peut-être d'une promesse non tenue, ou bien simplement vous étiez dans votre logique de femme politique et des idéaux que vous comptiez en fait incarner par la lutte que vous étiez en train de mener? Non, vous savez bien que de qui j'hérite d'ailleurs ce combat. Et donc pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur du pays. Je suis allé aux concertations nationales, c'est vrai, que d'aucuns aujourd'hui à Genval avaient aussi boycotté, mais c'était dans le souci, on parlait à cette époque-là de cohésion nationale. Eh bien, nous étions à la recherche de cette cohésion nationale. Elle n'est pas arrivée, bien au contraire. Mais ce n'est pas une frustration. Je vous rappelle ici tout de même que je suis sans doute la seule femme qui ait eu le courage de démissionner en son temps. J'ai démissionné, j'ai quitté des fonctions absolument attractives. J'étais tout de même ministre résident, ambassadeur plénipotentiaire après avoir été ministre de la fonction publique et de la prévoyance sociale. Et donc, je ne manquais pas de prétention. Mais j'ai démissionné pour quelle raison? Tout simplement parce que j'avais considéré que ma parole, dès le départ de mon entrée en fonction, n'avait pas été prise en compte. Autrement dit que lorsque je me suis rendu compte qu'on amenait le pays à la dérive, eh bien, j'ai tiré mes conclusions et j'ai pris mes responsabilités. Donc, j'ai démissionné. Cela veut bien dire que moi, je ne cours pas après les postes, hein, parce que si je devais courir après les postes, je crois que j'aurais même, je me serais comporté différemment jusqu'ici. Non, je pense que si vous devez considérer que nous sommes devenus un peu plus fermes encore qu'auparavant, c'est tout simplement parce que le pays ne cesse de s'enfoncer. Regardez, depuis ces concertations nationales, plus de 600 résolutions qui n'ont même pas été appliquées, peut-être 2 ou 3, du saupoudrage que je pourrais même appeler, eh bien, vous croyez que lorsque, en âme et conscience, on se sent responsable de l'avenir de ce pays, on peut se taire. On ne peut pas se taire, tout comme on ne peut pas se comporter à la légère, comme je le vois, certains de mes compatriotes le font aujourd'hui. Hein? Le Congo n'est pas un jeu de poker. Je le regrette infiniment. Le Congo mérite toute notre attention et surtout toute notre vigilance pour qu'on puisse déjouer les pièges que d'aucuns nous tendent aujourd'hui. Vous savez, donc je crois que Genval, c'est un échec de ce point de vue, du point de vue de l'unité nationale. Mais oui, parce qu'écoutez, lorsqu'on prône un dialogue et que d'autres que vous avez invités ne vous suivent pas dans cette voie, j'ai entendu des ténors de l'opposition qui sont venus de Kinshasa dire que ils ont plutôt entendu des discours de présidents de parti plutôt que des discours qui rassemblent réellement et donc qui ne suivaient pas le dialogue. C'était bien avant la fin des travaux. C'est vrai qu'on a eu quelques trucs un peu discordants, mais on va revenir un peu au dialogue. Je disais, pour ceux qui vous suivent depuis un temps, même quand on prend votre position par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure ou il y a quelques jours à Genval, on a l'impression que vous critiquez tout. Vous critiquez Vital Kamerhe, vous critiquez le pouvoir en place, vous critiquez maintenant Tshisekedi, vous critiquez Moïse Katumbi, mais finalement, vous n'allez pas quand même faire la politique seul. Vous vous mettez en fait en minorité. Comment comptez-vous faire avancer vos points de vue si finalement vous êtes ennemi à tout le monde? Non, je ne suis pas ennemi. Enfin, je pense que si vous êtes adversaire quand même à tout le monde. Non, je pense qu'il faut distinguer les choses. Moi, je ne baigne pas dans la compromission. J'aimerais bien quand même que vous puissiez le noter. Je n'ai pas été corrompu par qui que ce soit pour plébisciter un candidat aujourd'hui. Que ce soit à l'époque où j'étais à l'UDPS ou bien aujourd'hui, vous savez, pour aider le Congo à s'en sortir, hein, il ne faut pas tenir une langue de bois, il faut diagnostiquer les problèmes, il faut les énoncer et éventuellement les dénoncer pour le bien de la nation. Et moi, je n'ai jamais critiqué M. Etienne Tshisekedi, si ce n'est de relever les éléments qui n'allaient pas, de les mettre sur la table afin que
les uns et les autres puissent rectifier le tir. Donc c'est cela le sens du débat démocratique que j'ai toujours pu observer. Et donc moi, je garde toujours mon estime à M. Etienne Tshisekedi, puisque je me rends tout de même compte que c'est une personnalité qui a un environnement aujourd'hui qui pose quand même un peu de problèmes de santé. Donc moi, je ne lui en veux pas. Vous savez, mon père, dont je tire ici l'héritage et l'exemple, avait aussi été frappé souvent de ce genre de comportement. Hein. Rappelez-vous, même un peu avant l'indépendance, à Accra, on lui avait privé de visa. Donc, vous savez, moi, ce qui compte, c'est ce que je peux faire pour mon pays. Et pas ce qu'on fait contre moi, mais ce que moi je peux faire pour mon pays. Parce que je voudrais dans ce cas-là, vous visez l'entourage, pas lui-même directement. Je ne vise, très bien. Non, moi je ne vise personne. Je constate tout simplement qu'il y a des enjeux importants et que, ma foi, il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore compris le sens du rassemblement que nous avons appelé de tous nos voeux. Il ne s'agit pas d'exclure certaines personnes parce que nous avons bien compris que en dehors des personnes qui ont boycotté ces assises, il y a des gens qui ont été exclus. Nous avons entendu beaucoup de choses. Et donc ça n'a pas été organisé dans vous, en fait, vous n'avez pas boycotté, pour que ça soit clair. Vous n'avez pas boycotté, mais vous avez été exclu. Écoutez, pour boycotter, c'est une deuxième étape. Hein. Si vous recevez une invitation, vous décidez d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et alors là, c'est la deuxième phase, le boycott. Moi, je ne peux même pas vous en parler puisque je n'ai pas reçu d'invitation. Donc, je n'ai pas eu à faire une évaluation quelconque. Alors, nous allons entrer peut-être dans la matière après. L'un des objectifs de ce conclave, c'était aussi la réconciliation des forces politiques acquises au changement. C'est que vous êtes, quand on entend en tout cas vos réactions, comme je disais, vous êtes en tout cas sinon... je dirais même la plus active des femmes politiques, peut-être la seule que je connaisse, en tout cas jusque-là. Est-ce que vous seriez prêt, si jamais demain, on vous appelait par rapport à cette réconciliation et entrer, par exemple, dans les recommandations de ce qui a été décidé à Genval? Écoutez, moi j'observe d'abord beaucoup d'incohérences. Hein. Vous savez, venir à 8000 km pour traiter des problèmes du Congo, moi cela me choque quand même, cela m'indigne aussi parce que 56 ans après l'indépendance, venir encore ici en Belgique où nous avons arraché l'indépendance, alors toutes ces incohérences, est-ce que c'est pour justement rendre l'indépendance ? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup d'interférences autour de cet événement. Alors, maintenant, les recommandations, oui, nous avons entendu qu'on a exigé la libération de tous les prisonniers politiques et que d'aucuns prônent un dialogue auquel assisterait non seulement le facilitateur, mais la communauté internationale. D'autres considèrent qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je crois que le fil rouge que nous devons tous suivre, c'est le prescrit de la Constitution. Parce que nous avons aujourd'hui... Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changu.com, à la WFTV, la culture de l'excellence. Merci en tout cas pour votre confiance. Je suis Fabien Var Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Mianamia Kongo, Ngunga, Kuputu. Et je reçois pour vous aujourd'hui Madame Justine Mpoyo Kasavubu, présidente du mouvement des démocrates, opératrice politique congolaise en tout cas de renom et très active dans la diaspora. Madame Kasavubu, Madame Mpoyo Kasavubu, bonjour. Bonjour, Monsieur Kouswanika. Alors, Madame, l'actualité, il faut le dire, c'est donc le conclave de l'opposition ici en Belgique, plus précisément en périphérie de Bruxelles. Les forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo ont été invitées en Belgique par Etienne Tshisekedi Ouamulumba, mais c'est en vain qu'on a cherché l'ombre de Madame Mpoyo Kasavubu à Genval. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, moi, je n'ai pas reçu d'invitation. Ah bon? Oui, je n'ai pas reçu d'invitation. Vous, ancienne de l'UDPS, au cadre, très haut cadre de l'UDPS, pas invité à ce conclave? Non, je n'ai pas reçu d'invitation. Il faudrait retourner la question aux organisateurs. Mais puisque vous posez cette question, moi, ça me rappelle quand même des souvenirs assez lointains. Vous savez, en 1960, lorsque nos aînés sont venus à Bruxelles pour arracher l'indépendance, et ils étaient tous d'accord sur un même élément, c'est-à-dire l'indépendance nationale, la souveraineté. Et ils se sont rendus compte qu'il en manquait un,
eh bien, c'était Patrice Emery Lumumba, que nous avons toujours appelé Papa Patrice. Eh bien, ils ont imposé aux Belges qu'ils soient présents. Et ils ont donc été attendre M. Lumumba à l'aéroport. Donc vous regrettez que certains de vos pairs politiques n'aient pas demandé votre présence, ne fût-ce qu'en tout cas, à défaut de l'exiger, ne fût-ce que la recommander? Mais vous savez, tout dépend de la sincérité que l'on recherche. Est-ce que ce redressement ou ce rassemblement de notre pays qu'on recherche, tout le monde recherche cela avec la même sincérité? Parce que, vous savez, ce sont des comportements vraiment, je trouve, indignes de la part de patriotes, puisque vous le savez très bien que nous sommes ici en train de revivre probablement un remake de Sun City. Et laissez-moi vous dire qu'à Sun City, nous avons assisté exactement au même comportement. Mon nom avait été rayé de la liste. Et donc, ça se répète, l'histoire se répète, les gens ne tirent pas de leçons et on prétend défendre le pays, mais alors que ce sont juste des égocentrismes qui se succèdent. Donc, c'est bien regrettable d'ailleurs, et de faire 8000 km, de faire venir des personnes à 8000 km pour décider encore du sort de notre pays ici en Belgique, sans que d'ailleurs les gens ne soient au courant de l'ordre du jour. Donc, ça montre aussi de la précipitation, de l'improvisation et finalement de l'incohérence. Je vous sens quand même dépité, disons les choses clairement. Est-ce que quelque part vous ne payez pas vos sorties, votre attitude vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi et de son ligne d'épaisse? Mais vous savez, le problème, l'enjeu du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'égocentrisme ou une lutte de personnes. Le problème aujourd'hui, c'est comment nous allons sortir notre pays de l'ornière. Et